bonsoir. Donc on va commencer cette soirée. Je vous remercie d'être présents en fin de journée après vos cours, mais vous inquiétez pas, nos intervenants vont savoir vous emmener avec eux sur la thématique. Donc la thématique du jour, c'est réseaux sociaux et insertion professionnelle. Cette conférence est organisée dans le cadre de la semaine de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Donc vous avez dû voir le programme complet de la semaine. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour ceux qui n'auraient pas vu, pour participer à toutes les autres actions organisées donc par notre service avec les collègues. Donc ce soir, on a choisi de vous parler des réseaux sociaux et de l'insertion professionnelle parce que je pense que vous utilisez tous les réseaux sociaux à votre manière, mais vous ne savez pas forcément l'impact et l'importance que cela peut avoir dans le cadre de votre insertion pro, donc pour trouver un stage, pour trouver un emploi. Voilà. Donc, tu peux... Oui, j'ai pas pris le... Pardon. Le bip bip. On va le faire à la mano, il n'y a pas de souci. Super, si, c'est en décalé. C'est bon. Voilà. Donc, notre première intervenante sera Florence Abriou, qui est maître de conférence en sociologie ici à l'Université d'Orléans, donc dans ce même collégium, pour ceux qui sont en DEG, donc qui s'occupe de la thématique sociologie des publics, de la culture et du patrimoine, de la médiation et de la réception. Donc, vous allez comprendre tout ça au travers de son intervention. Et puis, on a donc un deuxième intervenant qui est Julien Hatton, je peux le dire, ancien étudiant de l'IAE, voilà, qui revient sur le campus donc pour vous parler des réseaux sociaux, puisque Julien est directeur conseil de l'agence Buzz Native, qu'il a fondée en sortant de l'IAE. Il est intervenant vacataire auprès d'étudiants, donc certains connaissent Julien, et puis il est formateur de professionnels sur les sujets du numérique. Voilà, donc ces deux intervenants vont vraiment se compléter pour vous donner les clés de l'utilisation des réseaux sociaux, de la bonne utilisation des réseaux sociaux pour favoriser votre entrée sur le marché du travail. Donc je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas à répondre à leurs questions s'ils vous sollicitent, vous à poser vos questions aussi. Et puis à la fin de cette conférence qui va durer 1h30 maximum, on vous installera un petit cocktail pour bien finir la soirée et puis échanger plus personnellement avec les intervenants qui prennent du temps ce soir pour vous. Donc je vous remercie de les honorer et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Donc je vais commencer dans un premier temps pour des aspects contextuels et introductifs. Je vais jouer mon rôle en complète complémentarité avec Julien Hatton. On s'est divisé le travail finalement et séparé les rôles pour essayer de mieux aborder cette question-là. Alors dans mon rôle, évidemment, d'enseignant-chercheur, je ne pouvais que vous présenter, pendant que je parle, quelques éléments de référence bibliographique de très nombreux ouvrages que vous trouvez ici à la bibliothèque universitaire en DEG, mais pas seulement, à Bourges, en sciences, en lettres. Donc vous voyez au regard de ces nombreux éléments que finalement les références sont extrêmement nombreuses. C'était un peu l'optique d'un défilé assez panoramique qui n'est pas complet du tout bien sûr. Et le petit challenge, c'est de repérer les quelques éléments en rouge qui sont les seuls ouvrages sur lesquels éventuellement je me suis appuyée pour présenter l'introduction et qui ne font pas partie des fonds de la bibliothèque universitaire, quel que soit le site. Donc vous verrez que ce sont des thématiques assez particulières et qu'il y a une espèce de cohérence. Bref, le fonctionnement de cette présentation, je vous le disais, je commencerai par une introduction générale qui ne répondra pas globalement à la question posée malheureusement, mais qui a pour objectif de fixer un cadre général sur les technologies, ce qu'elles changent, ce qu'elles ne changent pas, mettre l'accent sur quelques éléments d'illusion de choses que l'on croit connaître et qui en fait ne renvoient pas à une réalité statistique ou sociologique. Ce qui nous permettra dans un second temps, à travers quelques vidéos que nous vous projetterons, mais aussi au travers des illustrations présentées par Julien Hatton,
de mieux transposer tout cela dans le champ de la recherche d'emploi. Hein. Donc c'est un peu une présentation en plusieurs temps et dont le premier finalement n'est qu'une présentation générale. Alors, parmi les éléments de contexte général, je voulais d'abord rappeler un élément d'évidence, c'est que ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, d'autres parlent de technologies numériques de l'information et de la communication, vous trouverez différentes manières de les nommer. Eh bien, ce sont des technologies finalement dans lesquelles se rangent les réseaux sociaux, qui sont des outils omniprésents, des outils du quotidien dont l'usage s'est complètement banalisé. Donc là, je vous renvoie à des choses que vous connaissez parfaitement, parce que si vous prenez un peu de recul par rapport à votre vie quotidienne, vous constaterez vous-même à quel point vous êtes parfois même dépendant de ces objets dans une relation hyper connectée. Hein. Donc ce sont des outils omniprésents qui nous structurent, qui également transforment l'ordre social. Et c'est vers cela que l'on va essayer de venir tranquillement. Alors dans un premier temps, rappelons cette notion de diffraction des médias dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils envahissent toutes les sphères. Hein, c'est ce que j'ai essayé de présenter de manière simple. Ils envahissent toutes les sphères de l'activité sociale, donc de notre quotidien, et c'est ce qui fait que leur usage s'est banalisé. Ils sont une espèce de prothèse, finalement, pour ne pas dire de prolongement du corps de l'individu. Et donc la miniaturisation de ces outils favorise le fait qu'ils soient nomades, favorise donc cet usage permanent. Eh bien, ces outils, ils servent à la fois le champ de la connaissance, du savoir. Ils nous permettent donc, à partir de quelques clics, donc de manière très facile, très rapide, d'avoir accès à des connaissances étendues. Et d'un autre côté, ils appartiennent aussi à la sphère industrielle. C'est-à-dire que derrière, il y a des lobbies, il y a des enjeux de publicité, il y a des enjeux de vente, de commerce, etc. Hein. Donc c'est un outil finalement unique qui permet des utilisations multiples et au sein desquelles finalement ces différents champs ne sont pas séquencés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières visibles immédiatement. Hein. Donc ce que je voulais rappeler également pour faire suite à cela, c'est que ces outils, s'ils se sont développés, ce n'est pas de manière magique, hein, il n'y a pas de prémisse technologique dans l'affaire, c'est parce qu'ils répondent justement à des usages dont nous avions besoin. Donc finalement, nous façonnons ces outils par rapport aux besoins que nous avons. Et de ce fait, nous le retrouverons, ce point-là, je pense, un peu plus tard. Nous verrons que le fil conducteur transversal, finalement, c'est que ces outils, en fin de compte, ne sont en soi ni bons ni mauvais, ni bienfaisants ni malfaisants. Donc il ne sert à rien d'en faire une critique profonde ou au contraire une apologie dithyrambique. Ce sont des outils en soi qui existent, que l'on utilise pour différents usages. Et c'est justement l'usage que l'on en a qui les rendra plutôt favorables ou défavorables dans leurs conséquences. Eh bien, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est exactement la même chose qui se passe. Ils peuvent vous servir ou au contraire vous desservir. Et le mieux, évidemment, est de s'en servir, non pas à votre insu, ou plutôt que d'autres s'en servent à votre insu, mais que vous contrôliez ce que vous faites. Nous y reviendrons. Alors, avant de passer à une autre thématique et notamment une petite vidéo, je voulais revenir sur quelques points centraux qui me semblent importants, notamment l'illusion que les jeunes et les réseaux sociaux, il y a une histoire frontalière, là encore, par rapport à d'autres générations. Alors, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est que finalement, la jeunesse, certes, est une utilisatrice majeure et quotidienne de ces outils, ce qui conduit certains collègues à parler finalement de culture numérique et de culture juvénile pour des tranches d'âge qui sont un petit peu en deçà des vôtres, bien évidemment. Mais surtout, ce que montrent les chercheurs et qui n'est pas suffisamment médiatisé, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas une utilisation de la part de la jeunesse de manière homogène et donc uniforme. Il y a des utilisations éminemment distinctes au sein même de ce groupe social ou de cette catégorie plutôt, que sont les jeunes. Hein. Donc si vous deviez comparer vos usages les uns avec les autres, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout unitaires et uniformes, contrairement à ce que l'on peut croire parfois. Donc ces outils finalement très faciles d'accès
en fin de compte, on les utilise à partir d'un certain nombre de connaissances, et donc il se trouve que la transmission intervient toujours. La transmission, donc l'environnement familial, mais également l'environnement amical, intervient dans notre manière de concevoir ces outils. Donc là encore, c'est une autre idée qui est régulièrement présentée et qui est assez fausse, c'est que finalement l'outil, on se l'approprierait directement, sans médias, sans transmission, sans médiation, et que finalement on s'affranchirait de la relation hiérarchique, parentale, dans l'utilisation de ces outils. Eh bien, on le sait, le rôle des parents, quand bien même ils seraient moins utilisateurs que vous, est essentiel dans la transmission des manières de considérer ces outils, et donc de les voir et de les utiliser. Donc il existe encore des transmissions verticales, générationnelles, qui déjà vous donnent une grille de lecture par rapport au type d'utilisation de ces outils. Alors je prendrai un ou deux exemples. Si vos propres ascendants, enfin vos propres parents eux-mêmes sont gros utilisateurs de ces outils, eh bien évidemment que vous-même, vous allez voir que ce sont des outils du quotidien permanent, vous aurez tendance à reproduire ces phénomènes. Si au contraire, ils s'en détachent et qu'ils les utilisent avec parcimonie, en des temps et des moments bien spécifiques, vous identifierez en tant que jeune individu effectivement qu'il peut y avoir des utilisations spécifiques et séquencées. Donc vous ferez ainsi l'apprentissage d'une utilisation permanente ou au contraire associée à des éléments spécifiques. Donc tout cela, évidemment, conditionne notre rapport aux outils et donc, contrairement à ce que l'on peut penser, il existe des inégalités sociales très marquées dans leur utilisation. C'était le premier message assez fort que je voulais transmettre. Ensuite, et je me dépêche pour passer à des séquences de vidéos qui se rappellent à nous dans mon dos, eh bien, si les technologies ne changent pas tout, effectivement, donc les relations sociales restent à peu près identiques, elles changent néanmoins un certain nombre de phénomènes dans notre relation ordinaire à autrui, et notamment le lien social. C'est ce que notamment Antonio Casilli a essayé de montrer. Quel est l'impact des technologies sur le lien social, c'est-à-dire la relation que l'on a à autrui. Et là encore, il a montré une chose assez surprenante, c'est que contrairement à ce que certains ont décrié, les réseaux sociaux n'isolent pas forcément les individus derrière leur écran pour communiquer en se substituant ainsi à la relation directe. Parce que certains de ces individus, justement, qui s'isolent pour se connecter ou être hyper connectés, étaient des individus déjà relativement repliés et isolés. La seule différence, c'est que l'utilisation de ces outils a permis de rendre visible cette sorte d'isolement, il est ainsi médiatisé, connu, donc ils apparaissent beaucoup plus dans la société et cela pose problème, alors qu'ils ont toujours été présents finalement. Et donc d'un autre côté, on pourrait renverser la lecture en disant que les réseaux sociaux sont un moyen, sont des outils qui permettent à des gens qui ont du mal avec le contact direct, justement, à entrer en relation. Donc c'est plutôt un élément positif qui n'empêche pas cette difficulté relationnelle, mais qui en tout cas ne la transforme pas. Donc il faut être vigilant effectivement sur des conceptions illusoires ou des idées un peu rapides qui sont assez présentes et qui pour autant ne correspondent pas à la réalité. Alors, les réseaux sociaux et les technologies en général, évidemment, changent le lien social dans une certaine mesure. Ils changent le rapport au savoir naturellement, et vous le savez bien, le rapport au savoir et à la connaissance. Ils changent y compris nos manières de consommer, mais aussi jusque dans nos rapports à l'intimité et à la relation amoureuse. Donc là, je vous pose la question éventuellement, est-ce que vous avez diagnostiqué les quelques références bibliographiques qui ne sont pas sur les étagères de la bibliothèque, enfin des bibliothèques universitaires? Ce sont plutôt ceux qui traitent de cette thématique-là, donc le rapport entre les réseaux sociaux et notre manière de développer des rapports intimes avec autrui, et y compris la sexualité. Et puis enfin, et c'est là où nous allons maintenant en venir à la première vidéo, eh bien, les réseaux sociaux, évidemment, transforment notre relation au travail, et pas seulement, également à la recherche de travail. Donc la première vidéo qui va être présentée ne porte pas directement, là encore, sur le travail, mais plutôt sur
la démocratisation, hein, c'est une réflexion sur la démocratie et la démocratisation que permettrait potentiellement cet outil. Mais l'idée, c'est de bien écouter, de voir comment on peut tirer des enseignements de ce que l'on va entendre dans cette vidéo. Est-ce que cela vous évoque des choses? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette vidéo? Qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo? Allez, quelqu'un? Vous n'avez pas dormi pendant 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu sur l'utilisation des réseaux sociaux? Allez, au hasard. Alors, personnellement, j'en ai retenu qu'on on peut jouer un rôle sur Internet à différents niveaux, mais que dans tous les cas, la portée de nos mots doit toujours être mesurée, en fait, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir. Et puis, il faut toujours être vigilant et donc savoir ce que l'on doit dire ou ne pas dire sur Internet pour ne pas déclencher de mauvaises, pas engendrer de mauvaises réactions ou ce type on veut dire, oui, de mauvais. Je sais pas comment finir. Le fait que là, par exemple, dans cette intervention, on a pu constater que ça pouvait avoir un impact au niveau politique et que ça pouvait engendrer un déchaînement de colère à partir du moment où derrière tout ça, il y a une réalité sociale, quelque chose d'important en fait à transmettre. Très bien. C'est ici ce que vous dites, tout simplement, c'est moi de ce que je retiens, c'est le côté caisse de résonance. C'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça va être une sorte de mégaphone. On va pouvoir clamer plus haut, plus fort, plus vite à beaucoup de gens ce qu'on pense. Alors parfois, ça a ses aspects positifs, parfois un peu moins positifs. Et on a des exemples et des contre-exemples. Là, on parle de politique. Si on prend le cadre de l'insertion professionnelle, on va avoir le cas de jeunes qui, dans leur vingtaine d'années, on va dire, vont utiliser les réseaux sociaux, publier des choses sans faire forcément attention, retweeter par exemple des scandales de marques, et puis après vont, quelques années plus tard, postuler chez ces mêmes marques, passer un entretien, et puis à la fin de l'entretien, se voir proposer par le recruteur, par exemple, le tweet en question. Évidemment, on est mal à l'aise dans ce type de situation, mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Donc effectivement, c'est ce côté caisse de résonance, et le côté aussi réfléchir avant même de publier. C'est-à-dire, c'est pas juste se dire tiens, je suis dans l'instantanéité, je suis en train de publier quelque chose, mais c'est de se dire quelle portée ça peut avoir. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est quel est le mot clé derrière, c'est la portée. Quelle portée ça va avoir derrière par rapport aux différents publics qui peuvent consulter tout simplement mes contenus. Oui, c'est la question qui est abordée ici, c'est simplement celle des risques liés à la spontanéité de la réaction. Donc une réaction spontanée n'est pas réfléchie, mesurée, pensée dans les conséquences qu'elle peut avoir. Et donc c'est le contraire justement d'une démarche raisonnée qui, elle, nécessite justement le travail du temps, puisque la réflexion nécessite un minimum de recul, donc un minimum de temps. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, important effectivement de la présentation. Le risque lié à la spontanéité, donc à des fins dérisoires, parce qu'on s'amuse finalement en voulant s'amuser, et bien que cela se retourne contre soi. Parce qu'au départ, on ne pense pas faire mal ou mal faire. Donc il faut être vigilant sur les mots que l'on écrit. Et à quoi bon finalement? Quelle est la finalité? Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc ça pose aussi une autre question, celle de la trace de ces supports, voyez, parce qu'on mime finalement la discussion de l'oralité, la plaisanterie entre amis. En réalité, par ces moyens-là,
elle est conservée, cette trace. Donc on n'est plus dans l'oral que l'on peut oublier, que l'on oublie, qui se perd dans la durée. La trace reste, et c'est l'exemple qui était donné. Elle peut ressortir, revenir, et vous mettre en difficulté. Alors, je voulais rebondir justement sur cette notion de trace. C'est ce qu'on va appeler les traces numériques. Les traces numériques, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les différents profils que vous créez, ça va être vos coordonnées, ça va être les avis que vous laissez sur Internet, ça va être les photos, les vidéos dans lesquelles vous apparaissez. Et ces traces numériques, il y a deux enjeux autour. Le premier, c'est les traces numériques que vous maîtrisez, celles que vous avez vous-même publiées. Donc vous faites le choix de publier, dans le cadre d'un amusement par exemple ou autre. Mais il y a aussi les traces numériques dont vous n'êtes pas les auteurs. Et c'est là généralement que ça pose plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a des chers amis qui, eux, ne vont pas forcément toujours prendre le temps de la réflexion avant de publier et qui, le cas échéant, n'ont pas forcément pensé que la publication de ce contenu pourra avoir des impacts futurs sur la carrière, par exemple, de la personne. Donc effectivement, ces traces numériques ont une importance dans le sens aussi où sur Internet, il n'y a pas de bouton effacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez publié quelque chose sur Internet, c'est parti. C'est parti dans le sens où quelqu'un a pu faire une capture d'écran et la garder sur son ordinateur. C'est parti sur un serveur et quelqu'un qui va avoir des compétences techniques va pouvoir récupérer, quoi qu'il arrive, le contenu. Il ne suffit pas de supprimer son historique d'un ordinateur pour que ça disparaisse. Donc il faut avoir vraiment ça en tête. Voilà, la trace numérique, une fois qu'elle est publiée, elle reste en ligne quoi qu'il arrive. D'accord ? Le meilleur exemple, c'était il y a quelques années, Snapchat. J'imagine qu'il y a des utilisateurs de Snapchat dans la salle. Qui avait annoncé à tout le monde que les vidéos s'auto-détruisaient au bout de quelques secondes ou quelques heures. Sauf que on a tous appris qu'ils s'étaient fait hacker leur serveur et que les vidéos des chers utilisateurs de Snapchat étaient diffusées sur Internet. Donc voilà, à prendre en compte effectivement dans la partie risque de l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez d'autres réactions par rapport à cette vidéo ? On peut aussi penser au point positif. Est-ce qu'il vous a inspiré ce monsieur ? Ce monsieur, c'est un bel exemple. C'est un exemple de la réciprocité. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie offline, dans la vraie vie, on va dire, a une incidence sur la vie online et inversement. Et là, on a vu que finalement, cette personne qui se sentait quelque part un peu impuissante dans la vie offline a tout simplement essayé, grâce aux réseaux sociaux, d'amplifier son message, de rallier aussi à sa cause avec lui d'autres personnes. Et donc, il a utilisé finalement le online pour avoir un impact sur le offline. Donc ça, c'est aussi l'exemple finalement de la puissance des réseaux sociaux, le fait de pouvoir mobiliser tout un tas d'internautes qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, tout simplement. Mais ça a permis de mobiliser une foule derrière une cause. Et en ça, effectivement, c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, on va pouvoir amplifier des messages, quels qu'ils soient. Mais là, on a vu ici le côté positif. On va passer à la suite. Suite à cette vidéo, ici vous avez un bel exemple de la génération que vous représentez. Vous devez avoir à peu près tous entre 18 et 24 ans si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Plus, moins. Petite question pour commencer, qui aujourd'hui ici est inscrit sur Facebook? Alors on va faire l'inverse, qui ne l'est pas? D'accord. Sachez qu'aujourd'hui, on a 88% des 18-24 ans qui sont inscrits sur au moins un réseau social. Imaginez lequel est le plus utilisé. Ah, Twitter, Facebook. Facebook, c'est le premier, d'accord? C'est le plus utilisé aujourd'hui par les jeunes de 18 à 24 ans. Et derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Derrière, c'est Twitter. Twitter et Snapchat qui est arrivé et qui dépasse tout simplement Instagram. Alors vous êtes la génération 18-24 ans, d'accord. On est plus sur Facebook aujourd'hui, mais peut-être que vos petits frères et vos petites sœurs sont eux sur un autre réseau social. Ce serait lequel? Ils sont sur Snapchat, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais eux n'envoient quasiment plus de SMS, eux envoient très peu de messages sur Facebook, ils vont utiliser Snapchat pour tout simplement communiquer entre eux. Donc on voit que finalement en quelques années aussi, les usages dont on parlait tout à l'heure évoluent hyper rapidement, puisque vous allez être sur Facebook et vos petits frères et sœurs, eux, vont dire non mais Facebook, moi c'est dépassé, t'es un has-been, moi je vais être sur Snapchat. Mais c'est ce qu'on entend, aujourd'hui. Cette génération que vous représentez, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Eh bien on va voir que vous faites tout un tas de choses sur les réseaux sociaux, des choses qui sont bien différentes. Et vous avez ici une petite explication de qu'est-ce que sont les différents réseaux sociaux. Si on regarde sur Twitter, on a 140 caractères, enfin on avait 140 caractères avant leurs annonces. Et donc là on va tout simplement raconter je suis en train de manger un cookie. Et on va mettre un petit hashtag. C'est de là que vient le hashtag. Vous êtes la génération hashtag. D'accord ? Sur Facebook, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre je like, j'aime manger un cookie. Sur Instagram, on va montrer la photo de ce cookie. Pourquoi? Parce qu'on a fait un super beau cookie. Sur YouTube, vous allez tout simplement faire des vidéos de ces cookies. Sur Pinterest, vous allez publier tout simplement une photo également. Sur Snapchat, là on est sur une communication one-to-one. On communique avec une autre personne. Donc on va dire, wesh, je mange mon cookie, tu vois. Et enfin sur LinkedIn, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va être l'expert des cookies. C'est comment finalement, avec notre utilisation des réseaux sociaux, on va pouvoir montrer une compétence et peut-être qu'effectivement, à côté des études, vous êtes un passionné de la confection de cookies. Ce que je voulais vous montrer par cet exemple, et Florence, vous pourrez certainement compléter, c'est que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va avoir des interactions sociales. C'est-à-dire qu'on reste des individus. On parlait de dématérialisation tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est derrière un écran d'ordinateur, c'est pas parce qu'on est derrière un écran de smartphone qu'on va pas pouvoir justement parler à un humain. Nous, on a l'habitude de dire qu'on est en H2H. H2H, c'est d'humain à humain, tout simplement. Human to human. Et donc, on va discuter avec d'autres personnes. D'accord ? Donc, on va utiliser aussi des codes sociaux qui répondent à ces interactions sociales. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, moi je reviendrai essentiellement sur une dimension qui vient d'être abordée. C'est le fait qu'en fonction, alors des générations, je n'aime pas trop le terme, enfin vous voyez bien à quoi ça correspond pour autant. En fonction déjà des âges, finalement, on a des modes et des habitudes et que tout cela finalement arrive à un degré d'obsolescence très rapide. C'est-à-dire que le cycle du renouvellement et de l'utilisation des réseaux change. Donc déjà vous-même, vous êtes peut-être à la pointe par rapport à des personnes plus anciennes. Qui ont un peu plus d'âge que vous, un plus grand âge, mais en même temps, vous êtes déjà à la traîne par rapport à des jeunes. Donc tout cela, finalement, il faut aussi l'avoir en tête, qu'il s'agit d'une évolution permanente dans laquelle nous nous installons par rapport à des habitudes, ce qui crée de fait un élément de génération. C'est-à-dire que vous aurez tendance justement à conserver certaines pratiques privilégiées pendant un certain temps. Ce seront vos pratiques centrales. Et puis, progressivement, éventuellement, vous allez vous ouvrir à d'autres pratiques. Eh bien, c'est cet élément-là, essentiellement, qui est clivant et qui génère justement des différences, parfois des inégalités entre individus. C'est justement l'aptitude à prendre en compte d'autres manières d'utiliser, d'autres modèles que ses propres codes, ceux que l'on maîtrise parfaitement. Donc cette adaptabilité, cette capacité justement à voir d'autres manières de faire, que ce soit les manières de vos ascendants ou au contraire ceux des descendants, est extrêmement importante. Donc l'idée, à mon avis, essentielle à retenir est qu'il faut être en mesure de dialoguer, ne pas s'enfermer dans ses propres pratiques, mais dialoguer aussi avec ceux qui sont un peu réfractaires pour voir pourquoi, pour quelles raisons, justement, ils sont hostiles à l'utilisation de certains de ces outils. Et peut-être que leur manière de voir les choses vous échappe et que cela permettra de les utiliser dorénavant différemment. Donc cette notion d'adaptabilité, d'une part, par rapport à l'évolution, mais aussi d'ouverture à d'autres pratiques pour regarder différemment ces outils, me semble essentielle. L'idée, c'est de ne pas rester donc replié sur des utilisations étroites, pour ne pas dire étriquées, dans certains cas. Je vais vous partager une expérience en discutant, alors c'était dans la famille, mais aussi avec d'autres personnes extérieures. Un jour, on m'a dit, eh bien, je vais faire un beau cadeau d'anniversaire à mon enfant. Il a 13 ans. Et en fait, je vais lui offrir le droit d'avoir un compte Facebook. Alors, ça m'a choqué.
Parce que je me suis dit, tiens, je savais pas que ça pouvait être un cadeau, mais effectivement, c'était le genre de choses en fait qu'on peut proposer à ses enfants. On parlait tout à l'heure d'intergénération. C'est pas parce que effectivement les parents ne sont pas sur les réseaux qui m'ont pas non plus essayé de faire attention à vos usages. Hein, d'accord. Moi j'appelle ça la technique de l'autruche. Technique de l'autruche, c'est alors on a des clients qui nous parlent de ça parfois, ils nous disent non mais moi vous savez je suis pas sur les réseaux sociaux donc vous allez rien trouver sur moi. C'est faux. C'est pas parce que vous n'y êtes pas qu'on ne parle pas de vous. D'accord. C'est comme dans la vraie vie, il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir tout un tas de choses sur vous. Et bien là c'est la même chose. Les parents, c'est pas parce qu'ils sont pas sur Facebook qu'ils vont pas essayer de voir ce que vous allez faire. Et pour autant, ça reste le réseau social que vous allez utiliser, ça reste votre monde à vous. C'est aussi tiens, je vais échanger moi avec mes pairs, je vais échanger avec les jeunes et je vais pouvoir avoir un petit espace en dehors de mes parents et de ce que je vais pouvoir en fait, de ce qu'eux vont comprendre de mon usage. Vous aviez quelque chose à compléter? Je voulais vous proposer aussi une autre photo. J'imagine que, alors je vais poser une question ici. Quels sont ceux qui sont capables le matin, s'ils oublient leur téléphone portable, de faire demi-tour avant de venir en cours? Vous pouvez y aller, on note pas les noms. Très bien. Eh bien, sachez que vous êtes tous des nomophobes. Alors, un nomophobe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la nomophobie? Nomophobie, c'est tout simplement le fait d'avoir de l'anxiété et de ne pas pouvoir se passer en fait de son téléphone ou d'une connexion à Internet. Ça vous est arrivé, ça j'imagine, le week-end, d'aller à la campagne et de se dire tiens, j'arrive dans ce lieu magnifique, par contre j'ai pas de connexion. Waouh, comment je vais faire? Comment je vais prévenir les copains? Comment je vais faire? Je suis coupé du monde. D'accord? Ça, je vous rassure, on l'a à tout âge. Hein. Moi, le premier, mes amis sont malins. Quand on part en week-end, ils font exprès de réserver un lieu où on n'a pas de connexion pour éviter toutes les sollicitations. Mais donc ça traduit le fait qu'Internet fait partie de notre quotidien. Il fait partie du vôtre, mais il fait aussi partie de celui des recruteurs. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, bon bah ok, un peu à l'image des parents, Facebook, c'est mon réseau social à moi, j'y partage ma vie. Le recruteur, lui, il n'est pas là-dessus. Et en fait, c'est faux. Aujourd'hui, les recruteurs, en fait, ils ont intégré dans leurs usages l'utilisation justement des réseaux sociaux. Alors, certains vont le faire de manière entre guillemets honnête, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un propre compte personnel, et puis d'autres vont aussi créer des faux comptes. D'accord ? Vous savez, chers messieurs, toutes les belles femmes en bikini qui vous demandent un ami que vous ne connaissez pas. Et bien derrière, parfois, il se peut que ce soit des recruteurs, il se peut que ce soit des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Donc attention aussi à ce genre de profil, puisque ce sont peut-être des personnes qui veulent aller voir tout simplement ce que vous partagez au quotidien. Nous, c'est notre cas. C'est notre cas aussi avec des concurrents. On s'est aperçu parfois que d'autres professionnels utilisaient des biais détournés pour pouvoir justement accéder à des informations clés sur notre façon de vivre ou notre façon d'effectuer notre travail. Alors, ça témoigne aussi d'une chose, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce sont quoi? Ce sont si on avait à l'imager, ce sont des grands tuyaux, vous savez, des grandes gaines. J'appelle ça des tuyaux de communication numérique. L'idée, c'est qu'en fait, sans vous, les réseaux sociaux ne sont rien. Alors, les réseaux sociaux dans leur forme numérique, d'accord? Donc Facebook, Twitter et les autres. Pourquoi? Parce que si vous publiez pas de contenu au quotidien, en fait, les réseaux sociaux vont pas vivre. Leur modèle économique, c'est quoi? C'est de vendre de la visibilité auprès d'une audience. Vous, notamment. Donc ces tuyaux de communication numérique, soit on se dit justement il y a des risques avec ça, parce que derrière si je publie quelque chose je vais pouvoir être vu et perçu par quelqu'un d'autre, soit au contraire j'en vois des opportunités et je me dis tiens je vais utiliser LinkedIn, Twitter, Facebook et les autres pour me créer une image qui va être conforme à mes valeurs, qui va être conforme aussi à la carrière que je veux, à laquelle je prétends. D'accord ? Donc ces tuyaux de communication numérique, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est quel usage j'en fais. Est-ce que je décide d'en faire un usage essentiellement privé, et auquel cas vous avez tout à fait le droit, ou est-ce que j'en fais aussi un usage un peu plus public, qui va permettre de, par exemple, mettre en avant une de mes compétences particulières ou une de mes spécialités. D'accord ? Ça, c'est vous qui en faites le choix, et vous êtes maître, tout simplement, de ce choix. Autre petit schéma. Alors, vous voyez ce zèbre qui dit à l'autre évolue mec, et lui il a un QR code, un joli QR code tagué sur sa peau.
L'idée avec cette image, c'est de vous montrer que l'évolution, elle est permanente. On en parlait tout à l'heure, vous êtes sur Facebook, peut-être que les plus jeunes sont sur d'autres réseaux sociaux. Les usages évoluent extrêmement rapidement. Des réseaux sociaux, il y en a tous les jours qui se créent, il y en a aussi tous les jours qui meurent, qui disparaissent. D'accord ? On peut les classifier. Hein, ces réseaux sociaux, il va y avoir les réseaux sociaux pro, LinkedIn ou Viadeo, tout dépend les retombées que vous attendez. LinkedIn, on va être plus sur un réseau social international. Sur Viadeo, on va être plus sur des retombées nationales. Mais donc, selon l'usage que vous allez en faire, vous allez tout simplement pouvoir ou non développer votre visibilité. Pour ceux qui n'y seraient pas encore, sachez que quand on a du mal en tant que recruteur à vous trouver sur Internet, eh bien on se pose des questions. Et là on a l'exemple de ce recruteur qui nous dit: vous êtes nulle part sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être, mais je vais prendre le parallèle avec une boutique ou un point de vente physique. Imaginez, vous êtes dans la rue d'Orléans et vous dites: tiens, moi je veux tout simplement trouver un restaurant. Un de vos amis vous a parlé d'un restaurant qu'il connaît très bien, qui est dans une toute petite rue, à côté de la place du Mar 3, mais vous vous souvenez plus du nom. Et là, vous êtes place du Mar 3, vous le géolocalisez et vous tapez sur Google ou sur Facebook ou Twitter restaurant à Orléans. Là, vous ne trouvez pas dans la liste des 10 restaurants proposés ce resto en question. Ça devient louche. On se dit: mince, mais est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce réseau, il est bon? Ce restaurant, pardon, il est bon finalement? On va tout de suite être dans le questionnement. Là, c'est la même chose. On ne demande pas forcément à des candidats d'être hyper présents sur les réseaux sociaux, de ne voir que sur Internet, mais on leur demande de faire un minimum attention à ce qu'on appelle leur e-réputation. Pourquoi? Imaginez, vous avez un homonyme, vous avez une autre personne qui a le même nom que vous. Comment vous gérez quand vous envoyez votre CV à un recruteur et que s'il tape votre nom prénom dans Google, il tombe sur le profil de la personne qui a le même nom que vous? Surtout si vous ne mettez pas de photo sur votre CV. Là, c'est difficile d'arriver à se dire: tiens, est-ce que c'est cette personne-là ou pas? C'est pour ça qu'on conseille justement aux étudiants qui sont dans une phase de recrutement pour un stage ou pour un job, eh bien d'arriver à créer une certaine uniformité entre le CV et certains de leurs profils sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour éviter bien de pâtir éventuellement de publications ou de traces numériques qui ont été publiées par d'autres personnes sous le même nom. Un exemple très simple, et c'est un conseil qu'on donne aussi aux étudiants, c'est essayer de protéger votre e-réputation, donc votre réputation numérique. Tout simplement, il y a une chose très simple à faire. La première des choses, c'est d'acheter sur Internet votre nom de domaine. Je ne sais pas si ça vous parle, un nom de domaine. Nom de domaine, c'est une URL. C'est facebook.com, par exemple. Eh bien, on vous incite à faire la même chose avec votre prénom et votre nom. Vous pouvez très bien acheter, c'est mon cas, julienhatton.com, par exemple. Et sur ce nom de domaine, ça coûte entre 12 et 15 euros par an, eh bien, vous pouvez tout simplement publier votre CV. L'avantage, c'est que quand on va taper votre nom, prénom sur Internet, quand on va saisir cette requête-là, eh bien, tout simplement, votre site ressortira parmi les premiers liens. Et on sera sûr, tout simplement, eh bien, de pouvoir tomber sur votre CV en ligne et ne pas tomber sur justement des traces numériques qui pourraient être négatives pour vous. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait ce genre d'action? Même les quelques-uns que j'ai eus en marketing? Alors, là se pose souvent la question quand on est étudiant, on se dit: tiens, mais en fait, moi c'est bien, mais on parle de réseau, on parle de job, on parle d'emploi, de stage, etc. Mais moi j'ai un petit réseau aujourd'hui, comment je fais pour le développer? D'accord? Et puis je suis étudiant. Donc si je suis étudiant, je suis aussi moins intéressant pour des professionnels. Si je vais les voir, qu'est-ce que je vais leur raconter? C'est toujours compliqué, on en parlait tout à l'heure. Certains peuvent être timides, etc. Là, en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux vont permettre d'inhiber aussi ces comportements. Ils vont permettre d'entrer en contact plus facilement avec des professionnels, avec des recruteurs. Ça, vous pouvez très bien le faire sur LinkedIn, par exemple. Vous vous inscrivez, vous repérez un recruteur ou une personne en RH et vous pouvez tout simplement lui proposer de consulter votre CV. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, ce qui compte, c'est pas forcément le nombre d'amis, d'accord? C'est pas la taille qui compte sur les réseaux sociaux. Tout simplement pourquoi? Je vais vous prendre l'exemple de votre petit frère, votre petite sœur.
il a 14 ans, 15 ans, enfin ils ont 14 ans, 15 ans, ils sont sur les réseaux et ils reviennent vous voir et ils vous disent « Tiens, j'ai 1500 amis ». Ok, mais t'as déjà discuté avec 1500 personnes différentes dans ta vie? Non. Mais tu connais tous tes amis sur Facebook? Ah bah non. D'accord. Donc là, on voit finalement le danger de cette utilisation. Et si on le prend sur LinkedIn et sur notamment les réseaux sociaux pro, on va pouvoir aussi développer notre réseau, même si on est à distance. Imaginez demain, vous voulez travailler dans l'aéronautique, alors c'est un exemple que je prends souvent, vous êtes basé à Orléans, et bien en fait l'endroit où il faut être, c'est à Toulouse, dans la Cité de l'Espace. Et bien là, vous pouvez très bien rentrer en contact avec un professionnel à distance, commencer à échanger avec lui, pourquoi pas même faire un premier entretien avec Skype, pour ensuite pouvoir rencontrer la personne. Et ainsi, vous pourrez tout simplement trouver un stage, un emploi. C'est la même chose, alors j'ai réutilisé le terme génération, même s'il est peut-être pas, c'est peut-être pas le plus adapté. Vous êtes amené à voyager beaucoup plus que les générations précédentes. D'accord ? Nos parents, a priori, ils sont nés dans une ville, ils sont allés un petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus. Alors qu'aujourd'hui, vous, nous, on est amené à voyager davantage. Vous avez tous des amis qui sont partis quelques mois vivre à l'étranger pour leurs études, ou juste parce qu'ils voulaient faire un tour du monde. Et bien aujourd'hui, les réseaux sociaux, perso mais aussi pro, vont permettre de rester en contact justement avec ces personnes. Ils vont permettre de développer un réseau international. D'accord ? Et ce réseau international, vous pouvez, si vous l'entretenez bien sûr dans la durée, on reste dans les interactions sociales, eh bien l'utiliser à bon escient pour développer votre carrière. Oui, c'est un point sur lequel je m'arrête également un instant. Il faut distinguer aujourd'hui ce qu'on appelle le réseau relationnel, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous êtes en contact et la nature de ces contacts assez régulièrement pour divers sujets, des sujets personnels ou professionnels, et puis le réseau complet. Ce que l'on appelle le réseau complet intègre également les liens indirects, c'est-à-dire des personnes que vous ne côtoyez pas directement, mais qui sont des amis, et qui peuvent être intéressants évidemment par rapport à votre projet. Eh bien, cette configuration-là, évidemment, permet de se rapprocher, alors pas physiquement, mais virtuellement en effet, de personnes distantes, éloignées dans l'espace, mais de noter finalement un intérêt commun, s'il s'agit d'un sujet ou d'une passion commune, ou alors un intérêt par rapport à une offre et une demande d'emploi. Hein. Donc ça permet de rapprocher des éléments distants qui ne seraient pas en relation sans cette intermédiation réticulaire, par le biais du réseau, justement. Donc ça, c'est une force, effectivement, c'est ce qu'on appelle la force des liens faibles. Les liens faibles, c'est quoi ? C'est cela, ce sont des personnes avec lesquelles on n'est pas en contact directement, donc ce sont des liens faibles. Éventuellement, on ne les voit pas, on ne les côtoie pas, qu'indirectement. Eh bien, ces personnes nous ouvrent des potentialités assez extraordinaires parce qu'elles nous permettent de sortir justement de notre cercle habituel de connaissances et de travail. Donc ça nous permet d'aller bien plus loin, à la fois géographiquement, mais aussi par rapport aux besoins et aux thématiques. Donc on sort de son cénacle quelque part. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, je vous laisse le lire, hein. On va passer sur les fautes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'instantanéité, mais aussi du fait qu'une trace numérique, elle reste. Bon, ça c'est tout récent, hein, vous voyez, ça a un mois à peu près. Je ne connais pas cette personne-là, j'espère qu'elle m'excusera. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un tweet comme ça, effectivement, il est publié dans la spontanéité, dans l'instantanéité, mais ça peut avoir des répercussions énormes. Imaginez l'impact par rapport au professeur, mais imaginez aussi l'impact par rapport à un potentiel recruteur. Exemple très simple, on a tous sur Facebook suivi des groupes ou des pages dont le titre est j'adore la grasse mat, je me lève pas avant 10h. Pourquoi le week-end c'est pas le mercredi? Enfin voilà, que des choses comme ça. Bon, quand on va justement, via notre identité agissante, en fait, aimer ces pages-là, qu'est-ce qu'on va véhiculer finalement aussi comme image? Donc je vous invite, hein, quand vous êtes en période de stage ou de recherche de stage ou d'emploi, à essayer aussi de cleaner un petit peu vos traces numériques passées et faire attention à ce que tout simplement cela peut véhiculer
comme image auprès de potentiels publics pour des recrutements notamment. Oui, là encore, c'est la faiblesse de la frontière entre le privé, le personnel, et le public ou le professionnel. C'est-à-dire que la frontière, elle n'est pas tracée, elle n'est pas posée. Donc c'est à nous de veiller à ce que cela ne se télescope pas de manière négative. Et je le dis d'autant plus clairement que, par exemple, Monique Dagneau a travaillé justement sur certaines générations qui goûtent particulièrement les plaisanteries, parce que ça fait partie d'un mode de vie, de plaisanter entre copains, entre amis, et de partager ces plaisanteries sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, on a le droit de plaisanter, sauf que parfois, ces traces ou ces restes de plaisanteries peuvent avoir des effets à long terme et qui reviennent de manière malvenue finalement dans certains contextes. Et ça, je l'ai connu alors pas la personne en soi, pas ce cas-là, mais d'autres situations à peu près équivalentes d'expression sur des réseaux sociaux d'étudiants en colère. Alors après, tel enseignant, telle non-acceptation à une candidature de master et qui s'en plaignaient à la terre entière parmi leurs réseaux, sachant que cela a été mis entre les mains évidemment des enseignants concernés et que c'était très très difficile à gérer ensuite, par la suite. Donc ce sont des configurations qui sont beaucoup plus fréquentes que l'on peut l'imaginer. Et je terminerai par un dernier exemple d'étudiants stagiaires, en l'occurrence apprentis pour celui-ci, et qui, toujours dans cette logique d'amusement du quotidien, donc de l'autodérision et de la dérision, ça s'applique à soi mais aussi à autrui, avait cru bon de modifier l'organigramme fonctionnel de l'entreprise dans laquelle il était employé, mais en affublant de noms assez étranges les différents niveaux de responsables, si vous voulez, sauf que cet organigramme qui avait été ainsi commenté avec des mots assez piquants, il lui a échappé finalement, et là encore, il est tombé entre les mains des personnes concernées. Donc vous voyez encore, on s'amuse, c'est bien, mais faites attention à votre utilisation des réseaux sociaux. C'est assez dangereux finalement comme attitude. Donc la plaisanterie, évidemment, je pense qu'elle a tout son sens, mais pas n'importe comment, ni dans n'importe quel contexte. Ça me permet de rebondir aussi sur un élément, c'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les chasseurs de tête, peut-être les recruteurs, les personnes qui vont devoir justement trouver des profils bien particuliers. Et donc sachez que les chasseurs de tête en fait vont différencier ceux qui fréquentent les réseaux sociaux des autres. Tout simplement pourquoi ? Parce que le fait d'être présent, ne serait-ce que sur LinkedIn ou Viadeo, à votre âge, mais aussi tout au long de sa carrière, ça va montrer plusieurs choses. Ça va montrer, déjà, une certaine agilité à prendre son avenir en main. Vous êtes présent, vous êtes volontaire. D'accord ? Vous avez fait cette démarche-là, tout simplement. Pour ceux qui vont être aussi de futurs, j'espère pour eux, responsables ou chargés de marketing, ne pas soi-même se vendre et ne pas faire son propre marketing personnel, ça peut être justement aussi un frein. Aujourd'hui, nous, on va travailler, alors BuzzNative, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux auprès des marques pour les aider à communiquer auprès de différents publics, dont les jeunes. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous devez faire dans vos démarches de publication sur les réseaux sociaux, faire en sorte de vous mettre vous-même en avant. C'est-à-dire que si nous on reçoit un CV par exemple de quelqu'un qui veut postuler un poste de community manager, mais qui lui-même n'a pas de blog, n'est pas sur Facebook, n'a pas Twitter, etc., on voit un petit peu finalement que ça va être difficile tout simplement de donner suite à la candidature. Alors il y a aussi autre chose, et là on a un bel exemple avec cette trace numérique, c'est que même si les générations, je vais revenir dessus, utilisent leurs propres codes sociaux et leurs propres termes et leurs propres formules, vont utiliser les smileys, etc., toute correspondance avec un professionnel va vous engager. Je vous partage une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Lors d'une candidature, on recevait une candidature d'un étudiant, donc CV plus lettre de motivation. À cette candidature, malheureusement, on n'a pas pu répondre favorablement. Donc ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a dit, cher monsieur, bien que votre candidature soit intéressante, on ne peut pas y donner une suite favorable puisque les recrutements sont clos, etc. Et là, l'étudiant nous a répondu, il nous a fait un mail, il nous a fait « Ah bon ?» Alors là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là, quoi ?
Hein, moi, ça me serait jamais venu à l'esprit de répondre ce genre de choses. Et puis on s'est dit, il faut quand même lui montrer que voilà, ça reste une correspondance professionnelle, qu'il faut qu'on arrive à lui faire prendre conscience que c'est un échange qui va l'engager, qui engage son image, son marketing personnel, etc. Donc on a réfléchi un petit peu de notre côté. Et puis là, on s'est dit, bon, on va lui répondre. On a dit, bah oui. Et on s'est dit, l'idée, voilà, c'est de lui montrer finalement que la situation, elle était pas très appropriée. Enfin, du moins, sa réponse n'était pas très appropriée par rapport à la situation. Donc, n'oubliez pas, chaque correspondance vous engage. C'est pas parce que c'est pas un mail, mais que c'est un SMS, que c'est un WhatsApp ou autre, qu'on va devoir tout de suite tomber dans le familier ou autre. Tout à l'heure, on disait que on peut accéder facilement à des profils. Oui, aujourd'hui, vous pouvez, en un clic, en un tweet, parler à Donald Trump. Il est hyper présent sur les réseaux. Pour autant, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que tout de suite vous allez être familier avec lui? Est-ce que lui va engager une discussion avec vous? Ça va pas être forcément le cas, d'accord? Donc on va pas tout de suite tomber dans la facilité, dans la familiarité avec des personnes qu'on connaît pas. Il y a aussi des codes à respecter, et donc ça il faut bien l'avoir en tête, parce que les réseaux sociaux n'empêchent pas justement de respecter aussi ces quelques règles. On vous propose une seconde vidéo. Celle-ci, vous allez voir, c'est Jean-François Ruiz qui va justement expliquer comment lui a utilisé les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, pour tout simplement arriver à un projet professionnel. Et donc, dès que la vidéo se lance, vous allez pouvoir découvrir cette intervention. S'entourer pour la réalisation des projets, quoi. C'est ça. Se connecter, se connecter, et voilà, interagir. Et du coup donner du mouvement aux idées pour avoir différents points de vue, du recul. Ouais, j'en avais conscience. Je pense. Et oui, c'est ça l'idée essentielle est donnée, c'est qu'on est, c'est plus riche effectivement à plusieurs, mais le message corollaire, c'est qu'ici le cercle justement d'enrichissement, il est d'autant plus performant et efficace qu'il a été chercher justement des partenaires lointains, distants. Et grâce aux réseaux sociaux, il a pu les contacter. Alors que s'il avait travaillé en collaboration, là encore à proximité, je dirais géographique, il n'aurait pas trouvé une telle diversité de profils et donc un niveau d'enrichissement aussi intéressant. Donc ça c'est une force effectivement du réseau. Mais il y a un autre point aussi intéressant parce qu'il rejoint l'ambivalence que l'on a évoquée ensemble en introduction. C'est la question du gain de temps que cela procure également. Alors gain de temps ici, faisabilité du projet, mais dans certains cas, les choses s'inversent, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, on peut perdre du temps par une utilisation peut-être mal dosée, mal contrôlée des réseaux sociaux. Donc il faut bien voir les deux volets d'un même phénomène, les deux possibilités, gain ou perte finalement. Et là l'objectif est très clair et il s'agit d'un gain. Et c'est un gain parce que moi j'ai aussi noté un deuxième élément, c'est la récurrence. Vous savez, il parle de rendez-vous, il faut se donner des rendez-vous pour avancer. Et c'est le parallèle peut être fait en fait avec l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que trop souvent on voit justement des gens en carrière ou des étudiants qui vont être actifs pendant les 2-3 mois où ils recherchent, mais après plus du tout. Plus du tout. Alors ça a des impacts, c'est-à-dire que ils sont vite démasqués quand ils se remettent en recherche. Imaginez demain, vous prenez un job, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, vous attendez 1 an, 2 ans, vous avez votre patron en contact, et puis au bout de 2 ans, vous commencez à être actif sur LinkedIn. Bon, ça peut laisser penser des choses. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Le fait qu'en fait, il faut être régulier. Régulier, pourquoi? Parce que tous les jours, en fait, les réseaux sociaux bougent, évoluent. Tous les jours, il y a des communications qui sont publiées. Et donc, tous les jours, vous pouvez passer à côté d'opportunités. On fait le parallèle, nous, souvent aussi, avec des clients dans un cadre plus commercial. On voit de plus en plus apparaître sur ces réseaux des demandes ou des recherches de prestations. Eh bien, si vous êtes
vous-même connecter chaque jour un petit peu, plutôt que sur Facebook, sur LinkedIn, peut-être que vous verrez passer aussi des opportunités de stage, d'emploi ou autre. Donc, alors il ne faut pas penser que c'est chronophage, même si ça l'est quand même, ça demande du temps. Mais peut-être que dans l'évolution des usages, parfois se dire je fais peut-être un petit peu moins de Facebook, voilà, 10-15 minutes de moins de Facebook chaque jour, pour mettre un petit peu de LinkedIn dedans, ça peut avoir son avantage. Vous pouvez participer à des groupes de discussion pour créer votre légitimité sur un sujet, vous pouvez rentrer en contact avec des gens, vous pouvez interagir aussi avec des publications qui sont publiées par des professionnels, et donc tout simplement commencer aussi à constituer de manière régulière votre réseau. Pourquoi ? Parce que votre carrière, elle va durer 40 ans, 40, 45 ans, et donc c'est pas forcément par à coup que vous allez gérer, mais dans la durée. Donc moi je note aussi cette idée de récurrence. Et puis aussi autre chose, il dit voilà, on n'a pas forcément le temps. Mais souvent ça c'est une barrière qu'on va se mettre, hein. On dit ah, j'ai pas pris le temps. Oui, mais tu prends le temps à qui ? Personne en fait. Vaut mieux se dire plutôt je vais me donner le temps. Je vais me donner le temps de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est pour ma carrière, parce que c'est pour moi, parce que je vais trouver un stage qui va me permettre derrière de trouver un job et de voir si le secteur d'activité m'intéresse. Donc c'est là où justement vous pouvez en tirer des bénéfices. Alors, petite illustration qui montre justement le côté ne pas être forcément attentiste. On ne va pas forcément venir vous chercher, d'accord ? C'est pas parce que aujourd'hui vous avez un diplôme ou vous êtes sorti d'études que tout de suite on va venir vous chercher, d'accord ? C'est à vous aussi d'aller faire la démarche. Avant, si on prenait le process qui était le plus utilisé, c'était une entreprise publie sur internet une offre, les candidats candidatent, postulent, et puis les entreprises disent oui ou non, d'accord ? Et maintenant on sent aussi une évolution sur les réseaux, notamment nous dans nos secteurs d'activité qui montre une évolution qui est celle de l'écoute passive. C'est-à-dire que on se rend compte que de plus en plus la relation à l'inversée, c'est les recruteurs qui vont aller chasser des profils qui eux sont en écoute passive. Ils sont là sans forcément être tout le temps trop actifs, mais ils sont là prêts à justement rebondir sur une opportunité. Et donc ça a un impact aussi pour les entreprises, parce que vous, on vous dit faites attention sur LinkedIn, ou du moins développez votre visibilité sur le réseau social professionnel, mais les marques aussi doivent la travailler. C'est-à-dire que on a aussi compris aujourd'hui que c'est pas qu'une entreprise qui dit oui ou non à un candidat qui a des compétences, mais c'est aussi un profil qui a des compétences et qui peut dire oui ou non à une entreprise et dire bah, moi aussi, montrez-moi finalement pourquoi je viendrai chez vous, quelles sont vos valeurs, quel est le sens de votre entreprise et est-ce que j'ai envie de vous mettre à disposition mes compétences. Et ça, vous pourrez le faire que si vous avez aussi tout simplement développé votre légitimité, votre crédibilité sur le sujet, pour avoir quelque part un petit peu des arguments dans la balance. Donc il y a cette évolution qui se fait, notamment nous c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus sur les réseaux sociaux professionnels. Voilà, j'ai sorti une statistique, c'est 64% des recruteurs avouent utiliser au minimum 2 réseaux sociaux dans leur quête de talent. Alors le terme avoue me fait rire parce que je me dis comme si c'était une tare de faire ça. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on interrogeait nous les services RH à des entreprises, ils nous disaient oui on va sur les réseaux sociaux mais il ne faut pas trop le dire. Donc on avait des statistiques qui étaient plus faibles. Et aujourd'hui en fait c'est rentré finalement dans les usages communs de dire ben voilà, quand on reçoit une candidature, on va aussi aller voir finalement ce qui se passe sur internet concernant cet individu et ce candidat. Et donc ils sont aussi 9 recruteurs sur 10 à regarder les profils sociaux d'un candidat avant de pouvoir tout simplement se positionner sur le sujet. On a parlé un petit peu tout à l'heure, les réseaux sociaux, il y en a une multitude. Là ici vous avez à l'écran tout ce qui se passe en 1 minute sur internet. D'accord, on parlait tout à l'heure de la technique de l'autruche, on dire tiens moi j'y suis pas donc c'est pas grave, il n'y a rien qui se passe dessus. Non, c'est faux. Si vous regardez LinkedIn qui est en bas à gauche, on voit quand même que chaque minute on a quand même 100 nouveaux comptes qui sont créés, 120 nouveaux comptes qui sont créés, mais c'est aussi autant finalement de candidats potentiels, de concurrents potentiels pour des postes.
Donc si vous-même vous développez pas votre marketing personnel, vous serez aussi en concurrence finalement avec ces personnes et vous leur laisserez le monopole des discussions et le monopole de la visibilité. Donc en ça, voilà, vous pouvez aussi vous dire, je vais être acteur de ma carrière, notamment en utilisant ces réseaux. Les opportunités, elles sont multiples, hein. Là, vous avez un autre exemple des réseaux sociaux, alors sous forme de pilules. Mais le parallèle, finalement, avec les médicaments est présent, puisque c'est un petit peu comme les médicaments. Si on prend tout, finalement, les effets vont être parasités. Mais là, c'est la même chose. Si finalement, on est partout, trop, c'est pas forcément la bonne démarche. Parce que qu'est-ce qu'on publie, sur quel réseau social, pourquoi et derrière peuvent se cacher aussi des questions de pourquoi la personne est sur tous ces réseaux. Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question de, peu importe, d'éducation, peu importe ce qu'il y a derrière. Mais donc, à vous aussi de faire le choix d'être sur des réseaux qui vont être adéquats selon la volumétrie, c'est-à-dire selon le volume de potentiels recruteurs qui peuvent être sur ces réseaux, mais aussi selon la qualité des gens que vous allez avoir en face. Voilà. Si aujourd'hui je parle de Tumblr, est-ce que ça parle toujours à certains? Ouais. Voilà. Est-ce que vous y allez régulièrement? Non, plus trop. Si je vous parle de MySpace, voilà. Skyblog. Voilà. Donc ça évolue et donc peut-être qu'il y a un intérêt à un moment donné d'être présent sur ces réseaux et peut-être moins à d'autres moments. On a la bataille justement entre LinkedIn et Viadeo, hein. C'est les deux gros acteurs sur le sujet de la carrière. Voilà. Est-ce que je suis présent sur les deux? Est-ce que je suis présent que sur un seul? Là encore, tout dépend les opportunités que vous recherchez. Est-ce que c'est plutôt franco-français? Est-ce que c'est plutôt international? Donc selon vos secteurs d'activité, vous allez faire des choix et ces choix vont vous permettre de développer votre visibilité et potentiellement votre carrière. Autre exemple, finalement petit parallèle entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on pourrait voilà, se dire tiens, par la fenêtre on regarde c'est YouTube, sur notre tableau en liège c'est Pinterest, on a notre petit carnet d'adresses avec LinkedIn. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui on va être surtout dans un milieu en mouvement. Un milieu en mouvement qui est sans frontières. Je vais faire un parallèle avec les startups. Si aujourd'hui nous on rencontre beaucoup de startupeurs qui se lancent et qui disent bon bah tiens aujourd'hui on commence, mais on va commencer en local, on va commencer en France. En fait nous le conseil qu'on leur donne c'est de dire non, pensez tout de suite international. Et eux nous disent mais ouais mais bon on n'a pas forcément les moyens, on sait pas comment faire, etc. On sait pas si ça va marcher. Ouais, peut-être, mais ne vous fermez pas des portes. Pourquoi? Parce que si votre projet il marche en local, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille plus vite, qui ait plus de fonds, etc., qui va pouvoir tout de suite le développer lui à l'international. Et donc sur Internet, il n'y a plus de frontières finalement. Votre service que vous proposez en local, il peut très bien être utilisé à distance par un autre client. Bien là, c'est la même chose pour vous personnellement. LinkedIn, c'est aussi aujourd'hui une forme numérique d'un carnet d'adresses. Plus qu'une CV Tech, avant on le prenait vraiment comme ça, c'est tiens allez je vais créer mon CV dessus, c'est une CV Tech, on a tous les CV de tout le monde sur ce réseau social. Et justement, il a de nom réseau social, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour juste avoir son CV, on est là pour être actif. LinkedIn, on le compare souvent à un carnet d'adresses, mais 2.0. Dans le sens où on va dire c'est fini le petit calepin papier où on va noter les coordonnées des personnes et puis mettre un petit coup de blanco quand ils ont changé d'entreprise ou de numéro de téléphone. Maintenant en fait on a toujours dans sa poche sur son smartphone grâce à l'application son carnet d'adresses à jour. Parce que si demain je change de job, je vais tout de suite aller sur LinkedIn et dire tiens j'ai changé de job, voilà ce que je fais maintenant et voilà mes nouvelles coordonnées. Et donc ça permet de rester aussi en contact plus facilement puisque dès lors que je vais changer de job vous allez avoir la notification et vous allez pouvoir me féliciter. Merci beaucoup. Donc c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir faire avec les formes numériques, aussi des réseaux sociaux, rester en contact plus facilement et donc entretenir les liens sociaux. On parlait tout à l'heure d'e-réputation, on va vous proposer ici une troisième et dernière vidéo, on vous rassure. C'est une vidéo en anglais mais vous allez très bien comprendre tout de suite, même sans le sous-titrage. Là, on va avoir des réactions ou pas? Alors, est-ce qu'elle vous a frappé cette vidéo? Qu'est-ce que vous en avez retenu? On a eu des réactions là, tout à l'heure. Pardon?
Non, si, c'était bien. Tout le monde va tout supprimer, d'accord. Quoi d'autre? Bon, définitivement, le lundi soir à 19h30, c'est... Est-ce le jour ou l'heure? Je sais pas. Non, pourquoi on vous passe cette vidéo? Tout simplement, c'est une sorte de prise de conscience. Prise de conscience, alors sous forme ludique. Pourquoi? Parce que Jack Vale, donc, qui propose cette expérience, arrive à montrer que finalement, vos traces numériques nous permettent d'en savoir beaucoup sur vous. Alors qu'effectivement, quand c'est un inconnu dans la rue qui vient nous parler, on va tout de suite avoir une certaine réticence. À parler de nous, à créer du contact, à avoir confiance, alors qu'on est capable de publier tout un tas de choses sur Internet. Alors ça, c'est sur le côté prise de conscience, il y a des risques sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on veut voir, c'est plutôt le verre à moitié plein. C'est de se dire, sachant ça, comment je peux, moi, dans ma quête de stage, d'emploi ou autre, utiliser les réseaux sociaux pro pour véhiculer une certaine image, une certaine crédibilité ou légitimité sur un sujet. Je vais vous partager une application, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Shaper. Ça vous parle? Non. Alors je vais vous parler d'une autre. Badoo, vous connaissez? Tinder, vous connaissez? Ouais, c'est quoi ces applis? Ouais, des applis de rencontre. Bon. Shaper, c'est la même chose mais pour les pros. L'idée, c'est qu'on s'inscrit, on s'inscrit, on crée un compte sur Shaper, on publie son CV, tout simplement. Et donc, l'application nous propose tous les jours une quinzaine, une vingtaine de profils, on ne peut pas en voir plus, d'accord, qui nous sont proposés selon la géolocalisation ou selon le secteur d'activité. D'accord. Donc à l'image de Tinder, vous swipez à gauche, à droite, oui je veux voir, non je veux pas voir, je suis pas intéressé. Et donc ça vous permet tout simplement de rentrer en contact avec des personnes qui sont autour de vous. Moi j'utilise et j'avoue que ça change pas mal ma vie. Pourquoi? Parce que quand on est amené à voyager beaucoup, qu'on arrive dans une ville qu'on connaît pas, eh bien on se pose 10 minutes sur Shaper et puis on regarde qui y a autour. Et puis quand il y a des profils qui nous intéressent, eh bien on peut simplement les contacter via un message et leur dire écoutez, je suis dans votre ville ou je projette de venir dans votre ville. Est-ce que ce serait pas l'occasion de prendre un café et de pouvoir échanger ensemble? Eh bien on voit que finalement les réseaux sociaux, grâce à la géolocalisation, comme là on a vu en fait avec Instagram, va nous permettre tout simplement de rencontrer de potentiels recruteurs, de potentiels professionnels. Vous l'aurez compris, l'intérêt de la vidéo, c'est quoi aujourd'hui? C'est que dès la sortie, vous allez prendre votre téléphone, vous allez vous géolocaliser ici, puis vous allez poster, comme quoi vous étiez à la conférence sur les réseaux sociaux et l'insertion professionnelle, puisque ça va vous permettre tout simplement de développer votre visibilité auprès de recruteurs. Est-ce que cette vidéo vous a amené des réflexions, des choses dont vous aviez conscience ou pas conscience? Toujours pas. On avait dit que c'était plus actif. Globalement, est-ce que vous avez des questions, même indépendamment de la vidéo, à nous poser sur un point particulier que l'on n'aurait pas eu le temps d'aborder? Parce qu'il y a énormément d'entrées possibles. Évidemment, nous avons choisi une sélection. Peut-être que vous avez encore des questions? Non, pas plus. Alors juste avant de conclure, une dernière image. Cette image, c'est pour vous montrer quoi? Tout simplement vous expliquer, vous faire prendre conscience que nous on ne peut pas le faire à votre place, mais que tout simplement vous arriverez à développer votre visibilité, votre carrière, etc. uniquement si vous vous engagez dans la démarche. On peut vous donner justement des astuces, des conseils, mais ça reste à vous de jouer le jeu, ça reste à vous d'être acteur de votre carrière. Et donc j'espère que ce qu'on a pu évoquer ce soir vous donnera l'envie d'aller développer votre visibilité sur les réseaux sociaux pro. T'en as rajouté une autre? Dernier exemple du coup, on a cette utilisatrice des réseaux sociaux. Alors c'est peut-être un petit peu long, mais pour résumer très simplement, c'est une ancienne étudiante qui s'est mise à utiliser LinkedIn et qui partage son expérience. Partage son expérience positive de LinkedIn
Et elle explique comment finalement, via ce qu'elle a pu publier, via son engagement personnel sur le réseau social, comment elle a pu rentrer en contact avec des étudiants, avec des professeurs, avec des professionnels, avec des parents, etc. Et elle a pu tout simplement aussi développer son réseau. Et tout ça, ça l'a emmené vers quoi? Ça l'a emmené vers la création d'une entreprise. Donc elle s'est appuyée tout simplement, cette étudiante qui n'avait pas forcément un grand réseau, qui n'avait pas forcément une grande visibilité mise à part sur ce réseau social, eh bien elle a utilisé ces outils pour tout simplement permettre de développer son entreprise. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire grâce notamment aux réseaux sociaux. La dernière, c'est la plus simple. Merci à vous.